raconte. Christophe Andelatte. À la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012, dans l'Essonne, un homme tue 4 fois, toujours à moto et toujours à l'aveugle. Son nom, Yoni Palmier. À l'époque, il avait 33 ans. Et quand on lui a demandé de s'expliquer, il a eu beaucoup de mal. Sa motivation reste un mystère. Je vous propose d'ouvrir la cote B du dossier d'instruction de Yoni Palmier. Fin 2011 et début 2012, dans l'Essonne, en l'espace de 5 mois, un mystérieux motard abat coup sur coup 4 personnes, avec un 7,65 automatique. Les victimes n'ont rien en commun. Une jeune femme, un homme, un retraité et une mère de famille. Le mobile du tueur reste mystérieux. Après 6 mois de traque, un homme est arrêté. C'est un marginal. Il s'appelle Yoni Palmier. Et les 2 juges d'instruction découvrent un sacré client. C'est quelqu'un de très complexe, qui est en marge de la société, quelqu'un qui a du mal à répondre, par exemple, simplement à des questions. On peut comprendre les choses, mais il y a des... La logique s'arrête à un moment. C'est-à-dire qu'il y a des éléments où il bute, où son explication à lui ne tient pas la route et il ne le comprend pas forcément. Il est très probable, effectivement, que Yoni Palmier se représente le monde de façon manichéenne. On a du mal à se dire qu'il n'y a pas d'explication à ces 4 assassinats. On veut comprendre, en fait. On veut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il les a tués ? Le tueur présumé de l'Essonne, Émilie, vient de passer la nuit en prison. Cet homme de 33 ans a été mis en examen hier soir pour assassinat dans 3 des 4 meurtres. La procureure d'Evry estime que les charges qui pèsent contre lui sont importantes, mais il ne reconnaît pas les faits. On essaie de lui faire comprendre qu'il était au pied du mur, en fait, qu'il avait plus le choix, qu'il y a un moment, on était allé au bout. Aurélie Poirier, juge d'instruction. Parce qu'en face de tout ce qu'il nous avait dit, on pouvait le contrer. On avait des éléments pour montrer que c'était pas vrai, que c'était pas la vérité, qu'on avait des éléments de témoignages qui contredisaient ce qu'il disait, des éléments scientifiques, et que du coup il fallait qu'il nous donne une autre version et qui était la vérité. Nous, notre but à un moment, c'était de l'amener à reconnaître les faits. Alors pas vraiment parce qu'on estimait qu'on en avait vraiment besoin dans le dossier, mais c'était aussi pour les parties civiles, parce qu'on savait que les parties civiles avaient besoin de savoir pourquoi c'était leurs proches qui avaient été visés. C'était vraiment des meurtres qui apparaissaient totalement gratuits sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Nathalie Davids, 35 ans, est abattue de 5 balles dans son parking dans l'après-midi du 27 novembre 2011. L'ex-amant de cette jeune femme sans histoire est un temps soupçonné du meurtre, mais l'arme du crime et la moto repérée sur les lieux confondent finalement Yoni Palmier. Cet homme loue un emplacement dans le même parking, mais rien d'autre ne le relie à sa victime. 3 autres meurtres suivront, toujours dans l'Essonne, toujours dans des lieux proches de l'habitation de Yoni Palmier, et les victimes sont toujours des gens sans histoire. Il se passait vraiment des choses sur chaque interrogatoire où on progressait. C'est vraiment une espèce de partie d'échec, un puzzle où à chaque fois il se passait quelque chose qui était différent et on progressait doucement mais sûrement. J'ai ce souvenir d'interrogatoire qui durait au moins 10 heures. Quand on commençait les interrogatoires avec Monsieur Palmier, on savait jamais à quelle heure on finissait. Ce qui m'était jamais arrivé dans ma carrière. Parce qu'en général, un interrogatoire, on sait à peu près combien de temps ça va durer, on a des questions qui sont préparées à jauger la durée. L'objectif, c'était de comprendre comment il fonctionnait, de cerner les choses et puis qu'ils reconnaissent aussi les faits. Donc c'est vrai que les interrogatoires étaient très très longs. C'était vraiment des interrogatoires à 2 et c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on soit 2 juges. C'est-à-dire qu'on avait une de nous deux prenait un fil conducteur avec une tension, c'est-à-dire qu'on déroule les questions et il y a ce petit moment où on sent dans un interrogatoire qu'on touche au but, qu'on n'est pas loin, tient quelque chose et qu'on va peut-être avoir la reconnaissance. Et à ce moment-là, on voit dans son regard, on voit dans sa réponse que on l'a perdu sur ce point en fait qui pouvait être un point de rupture, qu'on l'a perdu. Et à ce moment-là, le collègue qui allait au bout de ce questionnaire-là, il faut reprendre un peu des forces entre guillemets. Code B45, interrogatoire de curriculum vitae devant la juge d'instruction. À la question de la juge, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Yoni Palmier répond, je vis très mal la prison. À Fresnes, il y a des surveillants qui en veulent à ma gueule. Et ça fait 6 mois que je suis là pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et je le vis très mal, madame. Moi, j'ai assassiné personne. Si vous voulez que j'assassine quelqu'un, je vais m'assassiner moi pour voir.
Et après, savoir comment on allait poser les questions et sous quel angle on allait le faire, c'était impossible à anticiper. Parce qu'il fallait s'adapter vraiment à la façon dont se présentait Monsieur Palmier, à ses réponses, et il fallait vraiment rebondir sur les réponses. Donc quand les choses devenaient trop compliquées pour lui, qui se sentait un peu piégé, il avait pris l'habitude de demander à aller aux toilettes. Et alors du coup, c'est compliqué de dire à quelqu'un « Non, je refuse que vous alliez aux toilettes », parce que je sens que c'est un moment crucial. Donc en fait, pour anticiper ça, en début d'interrogatoire, avant de commencer, je lui demandais s'il voulait aller aux toilettes, il me disait non, je lui disais si, vous y allez quand même. Ce qui me permettait après, s'il disait au bout de 10 minutes d'interrogatoire, je vais aller aux toilettes, lui dire non, c'est bon. L'idée, c'était de désamorcer un petit peu ces petites stratégies d'évitement quand il était trop mal à l'aise. Il était des fois un peu nonchalant en disant sur un langage un petit peu en disant vous me saoulez, ça me saoule, c'était voilà, il était sur des choses comme ça un peu et il se défendait des fois de la même façon, un petit peu soit des fois nonchalante, soit un petit peu agressive, mais pas plus que des personnes un petit peu border comme des grands adolescents, des jeunes mineurs délinquants. Il était avachi, oui, plusieurs fois, oui, c'était souvent c'était moi qui lui demandais de se tenir droit, pour qu'il respecte le cadre quand même, parce que c'était surprenant. À un moment, on avait même fait, on lui avait montré, c'était sur une fin d'interrogatoire, on lui avait montré les 4 photos des autopsies des victimes pour voir comment il réagirait. Et au début, il a pas aimé, il a commencé à retourner les photos en disant mais pourquoi vous me montrez ça? Et je lui dis voilà, on vous interroge sur ces 4 victimes-là, on vous montre concrètement ce que c'est, le résultat. Voilà, c'est ça. Et donc, au début, il a été très mal à l'aise, et puis après, finalement, il s'est détendu, et il a complètement oublié ses photos devant lui, et il est reparti, même, quitte même à faire des petites blagues, en fait. Il avait oublié qu'il avait 4 photos d'autopsie devant lui. Code B339. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Bornstein et Coutenceau. Lors de l'entretien, Yoni Palmier se montre hyper vigilant. Il est assez expressif et très centré sur lui-même, avec une tendance importante à bouger les muscles du visage. Il répond à toutes les questions qui lui sont posées, pesant chaque mot et en même temps montrant un certain détachement. Il y a 2-3 moments où il y a eu quelque chose d'assez inquiétant dans son regard. Et une des fois, ça n'a rien à voir, mais c'est parce que je suis tombée de ma chaise. C'est assez ridicule, mais j'étais sur une chaise roulante avec ma collègue et j'ai voulu prendre un dossier qui était à l'arrière. Et là, ma chaise a basculé. À ce moment-là, j'ai vu son regard. Et il y avait quelque chose qui s'était passé dans son regard, dans l'ordre de bien fait, je suis content, mais avec un regard qui était très froid, très noir à ce moment-là. Comme je disais, c'était un peu le regard du tueur, voilà. Mais c'est vrai que ça, moi je m'en souviens de ça. Je m'en souviens de ça. Pour percer le mystère Yoni Palmier, il faut éplucher les expertises psychiatriques et psychologiques. Les experts psy ont passé des heures avec lui. Et à la fin, il reste un personnage déroutant. Les tout premiers instants, quand je le vois arriver au parloir, je vois quelqu'un d'assez ascétique, d'assez maigre, d'assez troublé. Valérie Duterre, experte psychologue. Mais je remarque quelqu'un qui semble fragile. Il a plutôt à cœur de répondre. Sur les faits, Yoni Palmier, il me dit pas grand-chose. Il me dit juste qu'effectivement, il reconnaît avoir une arme et qu'on lui a forcé la main. Il me dit que la personne qui lui a forcé la main, il la connaît pas vraiment, mais il connaît que son blaze, c'est Niorka. On apprendra par la suite que Niorka, c'est probablement quelqu'un qui l'a inventé. Code B081. Examen psychologique de messieurs Ballot et Faisan. L'examen du sujet montre un état anxieux profond et quelque peu envahissant. Il a les mains moites, humides, et il lui est nécessaire de les essuyer souvent. Il a des préoccupations particulières liées à la salive, ce qui suscite lors de l'examen des questions sur la manière de conduire un baiser sur la bouche. Plus l'instruction avançait, plus ses tocs se développaient, donc devant nous, c'est-à-dire qu'il avalait pas sa salive. Aurélie Poirier,
juge d'instruction. Et donc il avait beaucoup de mouchoirs où il mettait sa salive dans les mouchoirs et on lui avait mis une corbeille à côté pour qu'il les mette, mais il y avait plein de petites bouloches par terre. Après sur les tocs qui se manifestaient pas forcément devant nous en interrogatoire, c'était notamment qu'il se lavait systématiquement les mains à l'eau de javel. Et il avait aussi cette volonté un petit peu comme une purification ou autre, où il avait installé dans son appartement un sauna et il passait beaucoup de temps dans ce sauna. Au point qu'il a la peau qui est totalement lustrée. Il y a presque plus les traces d'empreintes qu'on a tous à l'intérieur de la main. Et là, il me dit, mais moi j'ai eu ça depuis que je suis tout petit, mais je sais pas c'est quoi. Il me dit ça exactement comme ça, avec ces mots. Les troubles obsessionnels compulsifs sont en général compensateurs de phobies, mais de phobies graves. Si on a cette phobie de la saleté, c'est parce qu'on a peur d'être contaminé et qu'on a peur de mourir. Pour éviter d'être contaminé, je vais me laver les mains. Et donc ça vient compenser ça. Nous, cliniquement, quand on voit des TOC aussi massifs, on se dit quand même, il y a des choses quand même qui poussent très fort derrière. Et les troubles obsessionnels, c'est la dernière frange, le dernier rempart avant l'explosion psychotique ou délirante. Il est très probable effectivement que Yoni Palmier soit une personnalité très clivée, c'est-à-dire coupée en deux en fait, et qu'il se représente le monde de façon manichéenne ou binaire. C'est-à-dire il y a le bien, il y a le mal, il y a le beau, il y a le laid, il y a le propre, il y a le sale. Mais il n'y a pas de nuance. Il y a ce rempart obsessionnel entre les deux pour qu'il ne bascule pas. Mais il y a toujours cette lutte, je veux dire, entre le bien et le mal ou entre le propre et le sale. Mais ça se passe à l'intérieur de lui. Et ça génère de l'angoisse. Et donc le rempart obsessionnel, il vient contrer ou temporiser, on va dire, cette angoisse par des gestes répétitifs, compulsifs. Code B13 336. Ordonnance de mise en accusation. Au moment des faits, le casier judiciaire de Yoni Palmier compte 7 condamnations pour violence volontaire, port d'armes et escroquerie. Palmier est célibataire, sans enfant et sans diplôme. Il reçoit des allocations sociales, RSA et APL. Il réside seul dans un appartement en location sur la commune de Draveil, en Essonne. L'état limite en clinique, c'est un état qui est intermédiaire entre la névrose, qui est finalement un état assez structuré et qui permet finalement une vie relativement adaptée, c'est-à-dire c'est globalement ce qu'on est pratiquement tous. Et puis, il y a l'état psychotique, et l'état limite, il va se trouver juste entre les deux. Si on prend la personnalité de Yoni Palmier, on se dit qu'il y a quand même des moments où, bon an, mal an, il est quand même pseudo-adapté. Puis il y a des moments, probablement, où ça l'est moins. Par exemple, quand il se met à fond dans le sport et que il ne mange plus que des trucs protéinés, qu'il y a l'anorexie qui va avec. Donc on sent qu'il glisse de l'autre côté, à ce moment-là. Donc pour expliquer ces différents passages de sa vie, moi j'ai pensé l'expliquer par justement un état limite, c'est-à-dire un état intermédiaire entre psychose et névrose. En gros, quand la vie est suffisamment douce, il n'a pas trop d'anxiété ni d'angoisse, il peut être suffisamment névrosé pour vivre à peu près comme tout le monde. Par contre, s'il y a un état d'angoisse soulevé par, je sais quoi, un événement de vie ou un élément intérieur, alors il peut basculer vers quelque chose de plus psychotique. Et effectivement, si vraiment il s'est vengé au hasard d'une agression non caractérisée, il y a quand même, on peut pas dire le contraire. Code B472. Examen psychiatrique du docteur Ferrandi, médecin du centre pénitentiaire de Fresnes. L'analyse de la personnalité permet d'éliminer tout profil paranoïaque, pervers ou psychopathique, toute impulsivité et toute instabilité. Alors, c'est que les expertises nous expliquent toutes qu'il n'a pas de maladie psychiatrique, qu'il n'est pas malade, il n'a pas de bouffée, il n'a pas de pulsion, il n'a pas de délire, il ne décompense pas. Maître Julien Fresneau, avocat de Yoni Palmier. Voilà, tout ce vocabulaire-là qu'on retrouve généralement dans des passages à l'acte violents, on n'est pas du tout là-dedans. On nous décrit simplement quelqu'un qui a des traits de comportement particuliers,
Quand je lis les expertises psy et que je regarde la personne que j'ai en face, je trouve qu'il y a des décalages. Alors la première fois que je rencontre Yoni Palmier, c'est assez marquant parce qu'il y a l'isolement à Fresnes. Il faut savoir que Fresnes, c'est une très vieille prison et l'isolement, c'est vraiment le pire de cette prison, on va dire. Et je le rencontre dans un parloir à l'isolement qui est un parloir mais qui est minuscule. C'est une pièce qui fait 2 mètres de long sur 1 mètre de large. On est vraiment collés l'un à l'autre, il y a une toute petite table entre nous. Et le premier souvenir, il est assez marquant parce qu'il y a un rapport de force qui s'est immédiatement créé, c'est-à-dire qu'il rentre dans la pièce, il se met en face de moi, enfin quasiment oui, quelques centimètres de moi, et il refuse de s'asseoir dans un premier temps. Donc il y a tout une sorte de jeu, comme ça il veut pas s'asseoir, donc moi je lui demande de s'asseoir, je lui dis que s'il ne s'assoit pas, je partirai. Donc il y a une sorte de dialogue un peu étrange qui s'instaure avant qu'il accepte de se poser et qu'on puisse commencer à parler, mais ça a duré un certain temps. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a affaire à un dossier dans lequel une personne est soupçonnée d'avoir commis 4 assassinats. À ce moment-là, je ne sais pas si encore j'allais être son avocat définitivement, si j'allais le suivre. Donc j'attends de voir ce qu'il me raconte pour le comparer par la suite à ce qu'il y a dans le dossier. Et puis dans nos rencontres successives, je le confrontais à ses contradictions, à ce qui n'allait pas. Alors il a eu un discours qui a énormément évolué. Moi, je l'ai suivi sur plus de 3 années. Au début, il a eu une première version d'une personne qui avait, il donne un nom, un certain New-Yorkais qui aurait agi à sa place, qui aurait agi en tout cas en tant que tueur, qu'il connaît et qui du coup l'implique dans ses faits. Puis dans un second temps, il y aura finalement un groupement d'individus qui auraient agi, mais dans des explications très confuses, parce que c'est à la fois des gens qui agissent, qui lui nuisent, mais à la fois qui agissent pour son compte. Mais en tout cas, il a plusieurs aspects. Il a ce qu'il montre en premier lieu. Là, à ce moment-là, il est en effet isolé. Il essaie de montrer il a une sorte de carapace où il essaie de montrer qu'il a encore un contrôle sur quelque chose, alors qu'à ce moment-là, il n'a strictement plus rien. Donc, il essaye de jouer un peu de l'aspect médiatique de son affaire. Mais très vite, en fait, ça s'effondre. Et quand on a passé un certain cap, on a un personnage qui est beaucoup plus lunaire et qui est beaucoup plus changeant. Code B611. Rapport d'enquête de personnalité de Carole Poncet. Livré à lui-même, oisif, vivant du RSA mais nourri par sa mère, son appartement de Draveil sera de son fait dégradé et deviendra un lieu de fête permanente et une salle de sport au mépris des nuisances occasionnées à ses voisins, car Yoni Palmier recevait chez lui à toute heure. Certains voisins l'écrivent comme un jeune qui se déplace en vélo avec des lunettes de piscine sur la tête. On le décrit comme vraiment le gars un peu qui fait peur à personne. Hein. La particularité de Yoni Palmier, c'est qu'à la fois il conduit des véhicules sans permis et des gens le voient comme un marginal total, et il y a un autre aspect de sa personnalité où il conduit cette grosse cylindrée qui l'amène sur les lieux décrits. Plongé dans l'esprit des plus grands criminels. Ondelat raconte. Côte B sur Europe 1. Christophe Ondelat. Yoni Palmier est un tueur en série. Les experts psychiatres vont donc gratter du côté de son enfance, celle du petit dernier d'une fratrie de 9 enfants. Et à la fin, ils sont unanimes. Palmier n'est pas un psychopathe. C'est un petit dernier d'une grande famille recomposée. Valérie Duterre, experte psychologue. Il y a quand même un événement dramatique, c'est-à-dire qu'il y a une de ses sœurs qui se serait suicidée. C'est probablement quelque chose qui a évidemment marqué la famille et qui a pu le marquer lui aussi. Et du coup, il a pu interpréter la tristesse de ses parents comme une incapacité finalement à leur faire plaisir ou à les faire rayonner, à être un élément positif dans la vie de ses parents. Et je pense que ça, c'est vraiment le fond qui a ancré dans sa personnalité un noyau, on va dire, dépressif. C'est vrai que c'est une famille qui est essentiellement dirigée par la mère, qui semble une personne relativement stable. Le père, lui, effectivement, il papillonne, il vient de temps en temps, comme le dira Yoni Palmier, il vient pour tirer un coup et pour donner la monnaie. Mais en tout cas, lui, qui est le dernier, souffre quand même de l'absence de son père. Code B604. Rapport d'enquête de personnalité de Carole Poncet. Ma mère n'était ni douce, ni câline, ni démonstrative. Et avec elle, on ne mangeait que des patates. Quant à mon père, c'est bien pire.
Non seulement je n'ai jamais vécu avec lui, mais cet homme froid et absent se contentait de me filer un billet. En gros, il venait juste chez ma mère pour tirer son coup. À ses yeux, j'étais transparent. Yoni Palmier a probablement pas manqué d'amour, en tout cas de la part de sa mère, de son père non plus, mais il était peut-être moins démonstratif. Sur sa scolarité, déjà à l'école, c'est un gamin qui est assez isolé. Il n'est pas très aimé de ses petits camarades. Il se sent stigmatisé par les habits que sa mère lui fait porter. Il dit que sa mère a toujours envie de briller, d'être plus haute que les autres. Et il l'aperçoit comme ça. Et il dit, ma mère, elle me mettait de la sape. Et lui se sent finalement assez gêné d'avoir tous ses vêtements sur le dos. Et il a le sentiment que c'est en regard de cet habillement, il dit qu'il se battait assez régulièrement. Code B37. Interrogatoire de curriculum vitae dans le bureau des juges d'instruction. Question de la juge d'instruction. Aviez-vous un problème de poids à l'école? Réponse de Yoni Palmier. Bah ouais, quand j'étais petit, j'étais gros. Et aussi, je faisais pas la taille d'un mec de 13 ans. Je faisais déjà plus grand parce que j'avais un squelette déjà plus grand. Et j'avais du poids. Après, j'ai maigri vers 16 ou 17 ans parce que je tapais grave le foot avec mon frère et mon cousin. J'ai commencé à sécher grave. Et après, vers l'âge de 21 ans, j'ai commencé le culturisme physique. Et à m'intéresser aussi au domaine médical. Tout ce qui est protéines, quoi, des trucs de sèche, quoi, genre burn, créatine. Je crois que ça n'existe plus, ça. Yoni Palmier, effectivement, dans l'enfance, il dit être en surpoids, ce qui peut être une forme de défense passive également, face aux agressions répétées qu'il subit. Parce que je crois qu'il a aussi quelques agressions de la part des professeurs, parce que sa mère met des mots dans les carnets pour essayer de montrer que c'est une bonne mère. Et donc, il est aussi stigmatisé, d'après lui, par certains instituteurs ou professeurs. Il se sent harcelé à l'école, et comme beaucoup de gens qui sont harcelés, finalement, il essaye d'être fort, au sens propre comme au figuré, et il prend du poids. Code B36. Interrogatoire de curriculum vitae dans le bureau des juges d'instruction. Question de la juge d'instruction. En 2004, vous avez été condamné à 8 mois de prison pour des coups de couteau sur vos parents. Vous aviez 25 ans. Que s'est-il passé? Réponse de Yoni Palmier. À cette période-là, je vivais seul avec ma mère. Mon père y passait de temps en temps, et c'est là que ça a pété. C'était par rapport à la stupidité de l'éducation de ma mère. Il y a eu des discussions, c'est mal parti, point barre. Ma mère et mon père, je leur ai planté un cutter. Ça me saoule déjà, là. Donc j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Yoni Palmier a tendance à tout projeter contre sa mère. Il l'aperçoit comme quelqu'un d'autant, de raciste, qui est peut-être un peu intrusive, voire castratrice. C'est-à-dire qu'elle lui dit de pas se mêler aux autres, d'après ce qu'il dit. Elle se serait aussi interposée dans sa relation amoureuse. Est-ce que sa mère était réellement castratrice à ce point? C'est possible, mais c'est possible aussi que ce soit une reconstruction de son histoire que Yoni Palmier me livre comme pour expliquer son échec. Évidemment, les experts psychologues explorent la piste de la déviance sexuelle. Et là aussi, ils font chou blanc. Aucune des victimes n'a été violée. Et surtout, Palmier lui-même dit qu'il se fiche du sexe. Oh, le cul, c'est pas mon truc. Moi, je préfère ma Suzy, ma moto Suzuki. Yoni Palmier, il a quelques compagnes de manière très rapide et puis très vite, il se désintéresse totalement de la sexualité. Maître Julien Fresneau
avocat de Yoni Palmier. Et c'est quelque chose qui est assez marquant, hein, c'est que dans le type de crimes qu'on lui reproche, notamment dans les tueurs en série, souvent il y a des pulsions, il y a un soubassement sexuel qui se passe très, très régulièrement, qui est totalement absent dans cette affaire. Il n'y a aucune sexualité dans la vie de Yoni Palmier. Au moment où il est interpellé, il a 33 ans et ça fait plus de 10 ans qu'on ne lui rattache aucune personne de proche. Vous allez dire, c'est une aversion réelle, presque quasi phobique. Hein. Donc en fait, il a plutôt pas de vie sexuelle, probablement parce que il a toujours cette problématique avec le propre et le sale, et que pour lui c'est sale. Dans tout ce parcours, et déjà depuis, on va dire, une quinzaine d'années, Yoni Palmier, c'était quelqu'un de fragile, qui manifestait quand même beaucoup de signes de souffrance, assez sévères, et que, assez curieusement, il est passé à travers les mailles du filet. Il est probable quand même que sa souffrance ait été banalisée en famille. Ouais. Donc il y a quand même beaucoup de signes qui montrent quand même une forme d'inadaptation. C'est-à-dire depuis tout petit, quelque part, il est passé d'une défense passive à une défense active, de mon point de vue sur le plan psy. Il était d'abord en surpoids, c'était une défense passive, puis finalement il est passé à la bagarre, puis il y a eu cette altercation avec sa mère, puis il y a eu quand même cette entrée dans l'âge adulte qui était un peu compliquée, avec beaucoup d'excès dans un sens, dans l'autre, puis l'apparition de TOC. Finalement, tout cet arsenal, peut-être que c'était accumulé dans l'idée de se défendre ou pour se protéger. Ouais, c'est quelqu'un qui a toujours eu le sentiment d'être agressé. Europe 1, On de la raconte. Côte B. Christophe Ondelatte. À la fin de leur instruction, les deux juges sont toujours face à un mur de dénégation. Malgré les preuves accablantes contre lui, Yoni Palmier maintient qu'il n'est pas le tueur à la moto. Et comme souvent dans ce genre d'affaires, il désigne un homme en noir, un certain Niorka, qui en vérité n'a jamais existé. Il accuse ensuite un groupement qui aurait tué à sa place. Mais rien de tout cela ne tient debout. Et pourtant, Palmier n'est pas fou. Il n'est pas fou, mais au juge, il dit qu'il se sentait persécuté. Et c'est peut-être là la clé de tout. Enfin, nous, ce qu'on en avait déduit, c'est qu'on était face à une personne qui estimait que la vie n'avait pas été clémente envers lui. C'était son ressenti à lui, c'était sa carte du monde. Aurélie Poirier, juge d'instruction. Et que du coup, quelqu'un, n'importe qui, devait payer pour ce que lui avait subi dans la vie. Ce que lui estimait comme étant des agressions, on n'a pas trouvé dans son enfance vraiment d'épisodes marquants d'une personne qui aurait pu être harcelée, c'est-à-dire qu'on a vraiment cherché, mais on ne voit pas dans son enfance de carences éducatives ou de choses qui pourraient expliquer, comme dans l'imaginaire un petit peu, de dire quelqu'un qui peut tuer 4 personnes, il a forcément eu une enfance horrible, il a forcément subi des choses horribles. Et ce qui était assez surprenant dans le profil de Yoni Palmier, c'est qu'on ne retrouve pas du tout ça, hein, finalement. Parce que le pourquoi lui a fait ça, finalement, on a compris dans son schéma de pensée, ça. Et à quel moment ça bascule à ce point de passer à l'acte et de le refaire. C'est assez quand même énigmatique sur le pourquoi il y a eu cette bascule. Est-ce qu'on aurait pu l'empêcher? Yoni Palmier n'a jamais reconnu ses crimes, mais au procès il sera confronté aux nombreuses preuves qui l'accablent, comme sa moto et le pistolet saisi dans un box lui appartenant. Il encourt désormais la réclusion à perpétuité. Moi, à ce stade-là, je vois qu'il est complètement clivé sur les faits de toute façon. Donc, j'ai passé de nombreuses heures à essayer de lui expliquer les contradictions du dossier, à essayer de lui expliquer les choses. Maître Julien Fresneau, avocat de Yoni Palmier. Quand la personne est fermée, notre rôle, c'est pas non plus de le faire craquer. C'est pas ça qu'on nous demande en tant qu'avocat de la défense. C'est d'essayer d'avancer encore une fois utilement. Si c'est lui faire dire des choses qu'il ne peut pas dire, ça n'a aucun intérêt pour personne. Donc, lors du premier procès, nous sommes 2 avocats. Je suis avec Laurent Caruso du barreau d'Évry et moi-même. Alors lui, c'est vrai que s'occupe plus de l'aspect, on va dire, factuel, donc la contestation des faits selon les dires de M. Palmier. Et moi, ce qui m'intéresse plus à ce moment-là, c'est en effet son comportement, pourquoi il en est là, sa personnalité véritablement, et donc d'expliquer un peu son parcours et comment on en est arrivé là.
Yoni Palmier, en audience, il est dramatique. C'est-à-dire qu'il est recroquevillé sur lui-même, il n'arrive pas... Enfin, c'est quelqu'un qui est assez quand même introverti. Donc, quand il se lève, c'est pour dire quelques mots et puis il se rassoit le plus vite possible. Il veut paraître invisible, là aussi, au procès. Et donc, les gens n'en voient qu'un personnage au visage noir qui ne dit rien. Donc, c'est extrêmement frustrant. Donc, on projette énormément de choses sur lui. Et dès qu'on passe, nous, derrière, pour quelqu'un qui est, je dirais pas apeuré, mais qui est en tout cas très loin de l'image du monstre qu'on a construit. Face au président du tribunal d'Evry, Yoni Palmier reconnaît à demi-mot le premier meurtre dont il est accusé. Pour la famille de Nathalie David, ne nous prenons pas la tête, considérons que je l'ai fait. L'homme de 36 ans avoue avoir tué Nathalie David dans ce parking de Juvisy-sur-Orge. Le 27 novembre 2011, la femme de 35 ans est abattue de 7 balles près de sa voiture. Yoni Palmier ne va pas plus loin. Pour le reste, dit-il, je ne suis pas responsable. Finalement, lors de son procès, du bout des lèvres, Yoni Palmier reconnaît un assassinat, mais pas les 3 autres. Et sans surprise, il est condamné à la peine maximale, perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, assortie, et c'est très rare, d'une rétention de sûreté. Cela signifie qu'après 22 ans de prison, il ne pourra sortir que s'il obtient l'aval d'un collège de psychiatres. Yoni Palmier n'a plus rien à perdre. Il fait appel. Ce n'est pas moi qui décide de faire appel, mais une personne qui est condamnée à la peine maximale, il n'y a aucune raison qu'elle ne fasse pas appel. Maître Julien Fresneau, avocat de Yoni Palmier. Il n'a malheureusement rien à perdre. La seule chose, c'est que moi, j'explique à M. Palmier que je ne continuerai pas à le défendre si on n'avait pas une évolution de sa position et que, bien évidemment, ça ne sert à rien de retourner à un procès d'appel si c'est pour dire si peu. Donc, le cheminement s'est fait à ce moment-là, je pense, le concernant. Pour aider la Cour à mieux comprendre son client, l'avocat de Yoni Palmier demande une contre-expertise psychiatrique. Et c'est payant. Le docteur Prosper déverrouille le bonhomme. Dans une lettre, Palmier promet au président de la cour d'assises qui va le rejuger en appel de tout dire. Le fait qu'il ait écrit au tribunal, enfin à la cour, pour expliquer qu'il reconnaîtrait les faits avant même que le procès commence, fait redescendre la tension. C'est-à-dire qu'immédiatement, on sait qu'on ne sera pas sur le même procès. Voilà ce que Yoni Palmier écrit dans sa lettre. Je reconnais tous les faits. Je répondrai à vos questions dans la mesure du possible. J'ai agi de manière disproportionnée à des agressions. J'ai pris les victimes au hasard. Alors, il explique qu'il reconnaît les faits et qu'il s'excuse auprès des victimes, qu'il ne veut pas leur refaire subir un second procès. Et puis après, il y a des explications un peu plus déroutantes où ça part un petit peu dans tous les sens. Mais en tous les cas, les premiers mots sont assez clairs et percutants. Mesdames et messieurs, la Cour. Dès lors qu'on ne s'intéresse plus tant que ça à la culpabilité, on s'intéresse un peu plus à lui et donc à son parcours. On comprend qu'à un moment, il a eu autour de la vingtaine encore, un léger passage dans une église à tendance sectaire. On comprend qu'il y a eu des choses un peu particulières. Donc lui met l'accent sur les agressions multiples qu'il a subies ou qu'il aurait subies. On sait que certaines sont réelles, d'autres peut-être dans son esprit, mais en tous les cas, on voit comment il sombre au fil des ans. Je le défends en essayant d'expliquer son cheminement intellectuel, pourquoi il en est là, pourquoi il en est bloqué là à ce moment-là. Nous, on est tenu bien évidemment par la parole du client. Un client qui vous dit « je nie », eh bien, on ne peut pas aller au-delà et c'est une évidence. Simplement, moi, j'essaie d'expliquer son parcours, du pourquoi il explique ça. Il y a des choses très étonnantes, c'est qu'il vous dit « je n'ai pas commis ces faits », mais il vous donne un mobile pour ces faits. Là encore, c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'on a tué pour mon compte parce que j'ai été victime, parce qu'on m'a agressé, donc des gens ont tué pour moi. C'est quelque chose, encore une fois, là aussi, où l'esprit bloque un peu. Mais donc, mon travail, c'est d'essayer d'expliquer où en est à ce moment-là Yoni Palmier, quel est son raisonnement, et essayer d'avoir des clés de compréhension, parce que les parties civiles sont là pour ça, essayer de comprendre ce qui est arrivé. Et là, elles sont face à un mur, et ce qui est particulièrement décevant pour elles. Palmier dit lui-même que c'est le hasard. Maître Elisabeth Auerbacher, avocate de la famille de Nathalie David. Alors, il faut savoir que Palmier louait une place de parking, là où habitait Nathalie David,
et Monsieur Bonnerue. Donc, c'est le hasard dans le sens où il a pris quelqu'un au hasard pour tirer. Maintenant, pourquoi il a tiré ? Moi, ce que j'ai compris de cet homme, c'est que il a une frustration telle que c'est en tirant que ça lui fait du bien. Il y a un des témoins, une dame, qui à 2 reprises, elle l'a vu. Pourquoi il l'a pas tuée ? Elle, on n'en sait rien. Le problème de Palmier, c'est que c'est quelqu'un qui est marginal, qui est en dehors de toute forme de société, qui ne respecte absolument pas, quelle que soit la légalité de quoi que ce soit, qui, à force, naturellement, d'escroquerie, a eu des petits problèmes avec des personnes qui l'ont un peu malmené, mais du coup, il se sent victime, il comprend pas que c'est un enchaînement, et c'est une frustration totale pour la famille, et une tristesse incommensurable. Quelque part, le film n'était pas lié aux victimes, mais était lié aux lieux, parce que c'était des lieux que lui connaissait. Aurélie Poirier, juge d'instruction. Parce que sur une des personnes, il a vécu juste à côté. Voilà, c'était dans le garage, c'est parce qu'il y avait garé sa moto. Voilà, il était dans un univers qui était choisi parce qu'il maîtrisait ce lieu. Mais la victime, c'était elle ou une autre, en fait. C'est ça qui était terrible, je pense, pour les parties civiles, c'était de savoir que si cette personne-là de leur famille n'était pas passée là à ce moment-là, que c'était une autre, c'était cette autre personne qui aurait été tuée et pas le membre de leur famille. Comment on aurait pu détecter, comment la société a pu finalement on a pu avoir dans quelque chose qui est un schéma classique de vie d'un seul coup, comment et à quel moment ça a pu basculer dans la vie de Monsieur Palmier. Est-ce qu'on aurait pu l'empêcher? Est-ce qu'on aurait pu le détecter plus tôt? Sincèrement, je pense pas, parce que et c'est ça qui est un petit peu surprenant, en fait, c'est de se dire qu'on a pu aboutir à ça sur un profil qui était un profil assez classique de vie, finalement. Il y a plus de mystère que dans d'autres affaires, mais en tous les cas, on est allé aussi loin qu'on pouvait. En appel, Yoni Palmier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Mais cette fois, sans rétention de sûreté. C'était On de la raconte, Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête Vincent Deby, réalisation Boris Paczynski. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin. Retrouvez On de la raconte, Code B, tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.